Bonjour, bonsoir à tous. Est-ce que la captation vidéo est lancée? Oui. Alors aujourd'hui c'est la première séance peut-être d'un cycle qui aura lieu ici à l'ENS, consacré à l'histoire des gauches ou à la sociologie, aux sciences sociales. Là on est dans un contexte présidentiel, hein, évidemment. Pour autant c'est pas l'enjeu qui nous réunit ici en priorité. Je ne vais pas cacher, cela dit, que Guillaume Kouachi est le porte-parole de Fabien Roussel, candidat communiste, mais c'est très bien faire la part des choses et compartimenter ses différentes activités, puisqu'il est par ailleurs directeur de la maison Éjacquelé à Bon, directeur de la revue d'action politique du Parti communiste qui s'appelle Commune, et historien agrégé, docteur en histoire et membre associé du CHS de Paris. Mario Fontaine est professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po Paris après avoir été à l'université d'Avignon et membre junior de l'Institut universitaire de France. C'est pas à jour. Guillaume Kouachi a une activité éditoriale assez imposante l'an dernier. Puisque je suis pour rien. C'est très bien pareil. Non, celui-ci. 100 ans de Parti communiste français, que nous vendons également à la fin pour les intéressés. On a plusieurs exemplaires, de même que celui-ci qui n'est pas lié au Congrès-Tour, on dirait Guillaume Kouachi directement, mais que nous avons également. C'est une conférence organisée par la cellule communiste de l'École normale supérieure en partenariat avec la revue Le Temps des Ruptures, que beaucoup d'entre vous connaissent ici. Et on est réunis aujourd'hui pour parler du Congrès de Tours à l'occasion de son centenaire +1, qui a donné lieu à de nombreuses manifestations scientifiques, politiques, de tout ordre. Donc, pas forcément l'ambition d'en rajouter encore une de plus, mais on va essayer quand même de se positionner quand même dans aussi cette dynamique politique de l'après 2022, dans un contexte qui est quand même d'abord et avant tout un contexte historiographique qui nous réunit aujourd'hui. Donc peut-être que je voulais commencer avec une première question qui est liée à la façon dont, en historien, on peut approcher l'histoire du mouvement communiste et socialiste. Il y a beaucoup de tournants ces dernières décennies dans l'historiographie, le tournant global, le tournant matériel. J'ai vu que Marie Fontaine avait publié un article sur l'histoire par les objets. Je vais vous en dire quelques mots tout à l'heure. Comment est-ce qu'on garde les fondamentaux de l'histoire sociale quand on se définit comme historien du politique, tout en faisant droit véritablement au tournant global, au tournant matériel, et aux différents tournants, le tournant spatial. Donc c'est une question très large peut-être, mais qui nous permet peut-être de rentrer dans l'historiographie du Congrès de Tours. Est-ce que vous voyez des angles particuliers d'approche qui vous ont occupé dans vos travaux, en essayant peut-être de mélanger une histoire politique et sociale traditionnelle avec une histoire plus récente peut-être, en tout cas qui se veut plus nouvelle dans les sciences sociales contemporaines. Une question qui vous inspire. Ah, gentil. D'abord, elle est extrêmement vaste. Bonsoir à toutes et tous pour commencer. Merci d'abord pour votre invitation, c'est un plaisir d'être ici. Alors, comment est l'histoire du socialisme au sens le plus générique du terme et du mouvement ouvrier aujourd'hui en 2022? C'est un peu ça la question. Disons les publications que vous avez montrées, etc., montrent qu'elles se portent pas si mal que ça, et qu'elle a en même temps, vous avez commencé à le souligner, connu de grands renouvellements. Il faut d'abord noter que cette histoire du socialisme, du communisme et du mouvement ouvrier, elle a des
désormais une généalogie un peu longue si on se cale uniquement sur l'histoire au sens le plus universitaire, le plus académique, parce qu'on pourrait dire que dès le début du XXe siècle, l'encyclopédie socialiste de Compermorel est une forme d'histoire du mouvement ouvrier à l'œuvre. On pourrait dire que l'histoire socialiste de la Révolution française de Jaurès est déjà une tentative historiographique, mais si on se cale sur le moment universitaire, depuis les années 60-70, c'est une histoire qui, dans un contexte particulier, un contexte très militant, très politisé, a connu ses lettres de noblesse, que ce soit par le biais d'entreprises individuelles. Je pense, on va citer des femmes, aux travaux d'Annick Riegel, on va y revenir sans doute, de Madeleine Rébériou, de Roland Trompé. Je pense aussi à de grandes entreprises collectives, qui étaient celles, par exemple, de l'histoire générale du socialisme dirigée par Jacques Droz dans les années 70, ou de cette gigantesque entreprise collective qui est toujours en cours, qui est le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, lancé par Jean Métron dans les années 60-70. Donc c'est une histoire qui s'est considérablement développée, alors qui effectivement a été mise au défi, on pourrait dire ça, je ne pense pas qu'elle ait jamais disparu en réalité, mais qu'elle a été mise au défi dans les années 80-90, parce qu'il ne vous a pas échappé que le contexte militant était un tantinet moins porteur, parce que aussi, effectivement, ce sont à ce moment-là d'autres objets, l'histoire culturelle, etc., qui ont intéressé. Et cette histoire du socialisme et du mouvement ouvrier, elle est apparue pendant un temps, un peu classique, dirons-nous, un peu tradit, un peu démodé. Alors même, je ne vais pas parler trop longtemps, alors même que c'est une histoire qui a des choses à nous dire. Je ne dis pas simplement cela par une affirmation gratuite, mais il faut bien se rappeler qu'on parle de mouvements qui ont été des mouvements qui ont pensé non seulement la nation, mais qui ont pensé l'international, qui ont pensé, alors ils ne prononçaient pas le mot global, mais qui ont pensé le global. Après tout, on parle de mouvements qui ont créé les internationales à ne plus trop savoir qu'en faire. On parle de mouvements qui se sont trouvés pris à tous les défis du 19e et du 20e siècle, que ce soit l'expansion du capitalisme, bien sûr, la question de, je sais pas moi, de la gestion des ressources, de la forme des politiques, des classes les plus dominées. Donc on parle de mouvements qui ont sans doute, même si ça ne se voit pas très bien dans le présent, ça se voit plus difficilement dans le présent, de mouvements qui ont certainement des choses à dire dans le présent. Et je pense que toute la nouvelle historiographie, je ne sais pas ce que tu en penses, qui s'est développée depuis un certain temps maintenant, depuis une vingtaine, depuis une trentaine d'années, acte le fait que si on ne va pas refaire du Droz ou du Annick Riegel, ça n'aurait d'ailleurs pas grand sens, il y a toute une série de manières d'explorer aujourd'hui le socialisme, le mouvement ouvrier, le communisme, de l'explorer par exemple, vous y faisiez allusion, en faisant jouer les échelles, c'est-à-dire en insistant sur le fait qu'on est dans des formes politiques qui ont à la fois qui se sont ancrées dans leur contexte national, qui ont été porteurs et quelquefois ont participé à la construction des nations dans lesquelles ils se trouvaient, qui ont évidemment tissé des liens à l'échelle locale dont le tissu des municipalités et autres garde encore la trace, et qui ont également, c'est l'aspect qu'on oublie peut-être, qui ont également constamment pensé, je le répète, leur ancrage international, que ce soit par le biais des internationales instituées, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, ou par le biais effectivement d'une pensée d'un phénomène, le capitalisme, d'une pensée d'un phénomène social, l'aliénation, qui de toute manière avait des formes mondiales. Donc l'enjeu, c'est aujourd'hui de rendre vraiment compte de l'ensemble de ces échelles, de rendre compte aussi effectivement de la diversité des pratiques culturelles qu'ont mises en œuvre ces différentes formations politiques, de réfléchir à la manière dont elles se sont ancrées dans leur territoire, effectivement par le biais des formes les plus matérielles, les chansons, les objets, etc. etc. De réfléchir aussi parce que je pense qu'il faut
regarder à la fois les lumières et les ombres, de réfléchir aussi aux apories auxquelles se sont heurtés ces mouvements, qu'il s'agisse de cette gigantesque aporie qui semble quelquefois nous revenir en pleine figure aujourd'hui, qui est le fait que ce mouvement internationaliste s'est brisé net devant la Première Guerre mondiale, que ce soit effectivement la question démocratique, que ce soit la manière et la difficulté ou pas nécessairement la difficulté, mais les questions qu'ont posées la gestion de la question coloniale, la gestion du genre, la gestion des rapports hommes-femmes, que ce soit la gestion aussi de sociétés qui, à partir du dernier tiers du XXe siècle, ont quand même profondément changé avec non pas la disparition des ouvriers, mais l'effritement de la classe ouvrière telle que l'Occident l'avait constituée. Donc je pense que l'enjeu, c'est aussi de réfléchir aux questions qu'ont résolu ou qu'on n'ont pas résolu ces mouvements socialistes et ouvriers, avec l'idée que c'est aussi une manière de creuser d'autres pistes. On est sans doute dans une histoire moins héroïque que ça n'était le cas il y a 50 ou 60 ans, mais qui en contrepartie ouvre davantage de pistes. C'est un peu infernal comme question, parce que c'est très vaste. Peut-être deux choses. Bon, évidemment, comme vient de le dire Marion Fontaine, refaire n'aurait pas beaucoup de sens. Cependant, moi, quand je lis Annick Riegel, pour prendre un exemple peut-être qui pourra peut-être surprendre, parce que comme tu as voulu tout de suite d'emblée m'enfermer dans le parti qui est le mien, que je ne dédie pas, que je ne renie pas, mais bon, Annick Riegel, donc historienne majeure, qui fait sa thèse donc sur les origines du communisme français, qui va être publiée au milieu des années 1960, qui a été une résistante communiste, une figure importante du parti communiste, et notamment des étudiants en histoire communiste, enfin voilà, qui a toute une activité communiste importante dans les années de résistance et d'après-guerre, de guerre froide, et qui va devenir une éditorialiste au Figaro. C'est pour ça que donc je dis que ça pourra surprendre. Mais moi, quand je lis, en l'occurrence, aux origines du communisme français, je trouve ça, je reste encore assez frappé par la qualité du travail. Pour moi, vraiment, parce que c'est aussi une période qui est celle aussi des thèses d'État, où effectivement on a des travaux d'une ampleur considérable. Et alors, je ne sais pas si ça trahit un penchant nostalgique de mon côté, j'en sais rien, mais malgré tout, quand même, ça reste des œuvres très inspirantes et que je ne voudrais pas balayer en disant que, voilà, c'est parce que ta question était un peu commercial, un peu neuf, donc mieux. Je dis, oui, je sais pas, j'en sais rien. En tout cas, c'est quand même stimulant, je trouve, encore aujourd'hui. Ce qu'elle écrit est donc, en l'occurrence, une thèse importante, notamment sur pour comprendre le Congrès de Tours en particulier. Après, évidemment, toute histoire est toujours contemporaine, pour se faire des citations un peu éculées, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'on écrit toujours que les questions auxquelles on se pose dans un temps donné. Donc, de ce point de vue, on n'interroge pas l'histoire du socialisme, du communisme au monde ouvrier de la même manière aujourd'hui qu'avant, parce que notre monde nous pose des questions nécessairement différentes de ce point de vue. Et je crois que l'histoire du mouvement ouvrier ne s'exonère pas de ça, de ce point de vue-là. On le voit bien quand on lit les travaux récents, même si on y trouve aussi des échos à des questions plus classiques. Et après, pour essayer de répondre un petit peu à ta question, et pour prolonger un peu ce qui vient d'être dit, je crois assez profondément que cette histoire nous dit des choses pour aujourd'hui, ça je le crois assez profondément, mais pour aller vers l'histoire du Congrès de Tours en particulier, je vais peut-être vous raconter rapidement une histoire éditoriale malheureuse, qui est celle-ci. Je l'ai réimprimée en 10 et en très resserré. C'est une commande que m'avaient faite les éditions sociales d'une anthologie du Congrès de Tours, parce que le Congrès de Tours a été édité à plusieurs reprises, mais la dernière fois avec un appareil critique de référence en 1980 pour le 60e anniversaire aux éditions sociales. Et donc, il n'avait pas les moyens de rééditer un livre aussi énorme, et donc il voulait rééditer le Congrès de Tours, puisqu'en fait, l'ensemble des débats du Congrès de Tours a fait l'objet d'un sténogramme, ce qui ressemble un petit peu à ce que vous trouvez quand vous voyez les comptes rendus de l'Assemblée nationale, vous voyez, des débats. Et donc, on a, un tel dit ça, interruption à gauche, vous voyez, applaudissements, exclamations, voilà, vous avez un truc un peu comme ça. Bon. Et donc c'est une source très intéressante, même si évidemment elle a des biais comme toujours, mais quand même une source intéressante. Et donc il voulait la rééditer et en faire une anthologie, si je puis dire, avec une grosse préface. Grosse préface, donc ça fait quand même tout ça. Et puis donc ils m'ont commandé ça, je fais ça,
Comme vous le savez peut-être, ça n'est jamais sorti finalement. En l'occurrence, parce que tu ne le proposes pas avant, de fait, il y a même une couverture que vous trouvez peut-être parfois sur certains sites, mais le livre n'est jamais paru. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'éditeur à plusieurs reprises me dit mais bon, d'accord, tu racontes tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut en tirer? Qu'est-ce qu'on peut en tirer pour aujourd'hui de ça? C'est quand même très médié. Si on prend la question du congrès de Tours, je fais transition vers la suite mais moi je ne suis pas spécialiste de cette période-là, mais bon, je voudrais faire une synthèse, c'est encore, j'espère à peu près dans mes cordes. Donc moi, mes travaux portent sur l'après-Seconde Guerre mondiale. Et donc quand je me lance dans ce travail sur le congrès de Tours, donc j'ai l'occasion de refaire des lectures ou d'en faire de nouvelles que je n'avais pas faites. C'était un travail qui m'a bien plu, même si j'ai une destination finalement personnelle. Je trouve que je suis entré dans un monde exotique. Il y a quand même un sentiment d'exotisme assez fort. Et donc la traduction immédiate, si je puis dire, dans le politique tout de suite du congrès de Tours, elle n'est pas évidente. Parce que évidemment, je sais bien qu'il y a un certain nombre de textes, en particulier du côté socialiste, avec l'intervention de Léon Blum, qui a été rééditée récemment par Romain Ducoulombier, certaines interventions comme ça qui parfois sont reprises comme étant des sources d'inspiration politique fortes, y compris pour le présent. Mais je trouve que ça nécessite un petit peu de contorsion, parce que dans ce même texte-là, Blum explique tranquillement que la dictature du prolétariat, qu'il défend évidemment, peut prendre des formes non démocratiques, contrairement à ce que dit Marx, etc. Bon, alors, si vous voulez, moi je veux bien, mais je veux bien que cette expression de Blum soit l'incarnation de ce que pourrait porter aujourd'hui Anne Hidalgo, mais je ne crois pas, si vous voulez, quand même. Donc, quand même, si vous voulez, c'est très médié. Donc, de ce point de vue, oui, ça nous dit des choses, mais je crois que, en tout cas, moi, je ne pense pas que le congrès de Tours nous livre la clé d'explication du réformisme éternel, de la révolution éternelle, et de toute l'histoire qui a suivi, ou même de l'histoire qui a découlé. Et donc, c'est plus compliqué, cette affaire. Bon, l'éditeur m'a dit c'est trop compliqué, donc finalement, on n'a pas publié ce livre-là. Mais parce que je crois qu'il m'en demandait un peu trop. Peut-être d'ailleurs que la question que vous proposez est un peu ambitieuse de ce point de vue-là. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui? Ça nous dit des choses, mais des choses compliquées, médiées, et pas... Voilà, peut-être. Si je peux rebondir, c'est très vrai ce qui vient d'être dit. Je m'inspire d'un numéro de la revue 1900 qui s'intitulait « À quoi sert un congrès politique ?» Le congrès de Tours et ses échos européens. Je pense qu'en effet, le congrès de Tours est un moment très largement de transition. Annick Riegel disait effectivement que le congrès de Tours, pour finir, était un accident, enfin un épiphénomène, c'est-à-dire que tout se dessine pour le congrès de Tours avant ou après. Avant, parce que le congrès de Tours porte très largement la marque, et effectivement, c'est encore un congrès, alors moins que les congrès du début du XXe siècle, mais un congrès qui baigne encore dans des débats, dans des questions qui sont pour partie, évidemment, celle de la Première Guerre mondiale, qui est l'ombre qui plane en permanence sur le congrès de Tours, et Dieu merci, pour l'instant, ce n'est pas une ombre qui plane directement sur nous, c'est aussi un congrès qui reprend toutes les formes, toute une partie des débats, et d'ailleurs aussi toute une partie des acteurs de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, c'est-à-dire de la naissance de ce truc qui n'est pas encore tout à fait un parti comme on le connaît d'ailleurs, qui est la SFIO. Donc le Tour, en effet, à ce compte-là, parle au XIXe siècle, au moins autant qu'il parle au XXe. Alors, est-ce qu'il parle encore au XXIe siècle? Sans doute, mais peut-être, mais de toute façon, de manière extrêmement... on peut toujours prendre quelques citations d'un congrès. C'est l'avantage des sténographies des congrès, c'est qu'on peut le faire. Mais effectivement, sans doute pas, là je te rejoins tout à fait, pour parler de la réforme ou de la révolution auquel tous les participants, quelques participants, pas beaucoup, du congrès de Tours, donnaient en tous les cas un sens qui n'avait pas grand-chose à voir avec ce que nous appellerions réforme ou révolution aujourd'hui. Ce qui est intéressant, effectivement, mais je ne sais pas si là aussi ça ne s'est pas épuisé, ce sont la postérité mémorielle du congrès de Tours, très souvent résumée à quelques images d'Épinal, d'abandonner, nous resterons garder la vieille maison, la réforme et la révolution, l'intervention de Clara Zetkin dans le cadre du congrès. Ça parlait sans doute, peut-être, j'en sais rien, là je ne connais pas assez,
aux socialistes et aux communistes des années 45-50. Ça leur parlait peut-être encore un peu dans les années 70-80. Effectivement, la question, c'est de savoir si, mais c'est aussi une question intéressante, si nous n'arrivons pas, au fond, à l'épuisement, enfin, à la fin du cycle qu'avait ouvert le Congrès de Tours, qui, du cycle, pas simplement de la question suivre le modèle de la Troisième Internationale ou pas, qui est aussi celle de formes partisanes, de questions qui ont effectivement parcouru une grande part du XXe siècle, hein, ça c'est indéniable, mais qui se posent aujourd'hui en effet de manière différente. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus parler du Congrès de Tours, mais ça veut dire qu'en effet, je suis tout à fait d'accord, ça n'est pas en tous les cas, je ne pense pas qu'on puisse de toute façon tirer des leçons de l'histoire directement pour le présent, mais là pour le coup, ce sont des leçons qui demandent en effet une part de réflexion et qui tiennent peut-être à des questions très connues, réforme ou évolution, mais aussi à des questions aussi cruciales pour la gauche, qui sont à quoi servent effectivement aujourd'hui les congrès, qu'est-ce que c'est qu'un parti politique, est-ce qu'on doit être dans des organisations centralisées ou au contraire admettant la démocratie interne. Là, je pense que c'est un moment où on parle de formation gazeuse, pas gazeuse, de crise des vieux partis politiques. Il n'est pas impossible que les vraies questions du Congrès de Tours soient dans l'interrogation qui traverse tout le Congrès, qui est celle de savoir quelle est la forme partisane adéquate pour porter le projet d'émancipation, parce que c'est quand même un peu ça la question, plutôt qu'effectivement dans des débats qui se sont ouverts pour la fin du 19e et du 20e siècle, mais qui pour partie sont clos se formulent du moins aujourd'hui très différemment. Merci. Avant peut-être effectivement de revenir un peu sur la question de la fin d'un cycle et le nouveau rapport à la politique, à ce que c'est qu'un parti politique, est-ce que je peux juste vous faire revenir une dernière fois un peu dans l'établi non pas sur le Congrès de Tours chronologiquement, mais dans l'établi de l'historien, en vous demandant quel type de sources nouvelles est-ce qu'on peut mobiliser. Et par là, je vais dire peut-être deux choses. D'abord, pour la question traditionnelle de est-ce que l'histoire politique se résume à une histoire des congrès. Guillaume va parler un peu de la sténo. On a noté un type de source dont on voit bien comment l'historien exploite ce type de document. Mais est-ce que dans vos travaux pour le Congrès de Tours ou pour d'autres congrès du XXe siècle, quel autre type de source est-ce que vous avez senti émerger dans le questionnaire historien pour aborder ces questions-là? Et peut-être une autre façon de voir le sujet, c'est peut-être une autre question en réalité, c'est au-delà du Congrès de Tours en tant que tel, chronologiquement, les décisions qui ont été prises, ce qui a été scellé, les ruptures, etc. Quel a été pour le mouvement ouvrier, pour les classes populaires, peut-être le changement le plus net à court terme ou à moyen terme. Plutôt, la première question me semble plus intéressante en réalité. Ça fait beaucoup. Sur les sources, c'est difficile parce que comme moi je vous disais, mes travaux portent sur l'après-Seconde Guerre mondiale, et je n'ai pas tellement travaillé sur les congrès. Peut-être que pour vous dire, peut-être, puisque tu as voulu me mettre un peu de politique sur la tête, alors entrons là-dessus. Moi, j'ai commencé mes recherches, si je puis dire, si on peut appeler comme ça les travaux de master, dans un moment très particulier. J'étais en Cagne à un moment du CPE, et donc j'animais la JC dans mon établissement, c'était pour un moment du CPE. Et donc, assez naturellement, j'ai voulu, de manière un peu égocentrique, mais l'histoire est souvent un peu égocentrique, travailler sur l'histoire de l'AJC, les jeunes communistes, et je voulais faire de l'histoire immédiate depuis 86, parce que c'était une date qui nous était tout le temps
ramenait en figure, on comparait en permanence le mouvement du CPE à celui de 86 de Baquet et lointainement à celui de 68. Et donc je voulais faire une histoire 86-2006. C'était sorti peu de temps avant Le siècle des communistes, que vous connaissez peut-être, un ouvrage collectif qui je voulais la réponse au livre noir du communisme, entreprise de Stéphane Courtois. Et donc, il se trouve que cet ouvrage était dirigé par beaucoup de gens, presque autant de gens que de contributeurs. Et donc, le premier de la liste s'appelait Michel Dreyfus. Alors, c'est le premier que j'ai contacté pour qu'il me dirige dans le cadre de mon master. Et donc, j'ai fait mon master avec lui. Il m'a redirigé vers quelque chose un peu plus en amont, donc 45-56. Finalement, j'ai travaillé sur une organisation de jeunesse communiste, mais qui s'appelle l'Union de la jeunesse républicaine de France, avant la période. Et puis, il est parti à la retraite, et donc pour la thèse, j'ai donc changé de directeur, et Michel Pigenet m'a au départ un peu tordu le bras, je viens de dire les choses comme elles sont, puisque je voulais faire une thèse d'histoire politique un peu classique, c'est-à-dire que j'avais fait 45-56, j'aurais bien voulu faire 45, jusqu'à 78, etc., mais une thèse d'organisation, si je peux dire. Et il m'a un peu tordu le bras, et je lui en ségré a posteriori, je ne sais pas, une réflexion générale sur les relations doctorant-directeur, mais en l'occurrence, lui en ségré, parce que il m'a obligé, si je puis dire, à quitter mes archives de direction, qui sont nombreuses par ailleurs, donc c'est ça qui est intéressant, aussi avec le mouvement communiste, c'est que le mouvement communiste est riche en archives de direction, et riche en archives de direction conservées et mises à disposition de tous, puisque le Parti communiste a déposé ses archives dans les centres d'archives publiques, qui sont les archives départementales de la Seine-Saint-Denis, et que vous avez là une quantité de matériaux qui n'a pas vraiment d'équivalent dans sa masse, si je puis dire. Donc c'est d'autant plus intéressant. Si on veut faire cette histoire politique, est une histoire nécessaire. Mais une histoire finalement que je n'ai pas vraiment faite, parce qu'il m'a dit, essayez plutôt de regarder les jeunes communistes plutôt que la jeunesse communiste. Et donc, il m'a obligé, si je peux dire, à quitter ma jeunesse communiste pour aller voir concrètement, en l'occurrence à travers plusieurs sites un peu contrastés, ce qu'étaient les jeunes communistes. Et j'y ai appris beaucoup de choses. Je prends un exemple. Tu parlais des sources, parce que je fais un peu source historiographie problématique, mais on y tient. J'ai travaillé notamment, parmi d'autres sites, sur le lycée Jacques Decour. Pourquoi? Pour des raisons aussi qui tenaient au fait qu'il fallait quand même un site où il y avait une densité communiste qui tienne un peu dans la durée. Et il se trouve que ce lycée parisien, que vous connaissez peut-être parce qu'il est situé pas très loin de métro Anvers, vous voyez, était un site dans lequel j'avais des jeunes communistes un peu tout le temps dans la période. Bon, j'avais repéré dans la presse, dans l'avant-garde, les archives de direction. Les publications officielles. Bon. Mais là, évidemment, c'est l'avantage de la période par rapport à 1920, c'est plus facile en tout cas. Bon, il y avait des survivants, si je peux dire. Mais évidemment, dans les sources classiques, si je prends un écrit Hegel, il y a des archives policières, qui sont toujours très précieuses, des archives policières. Très piégeuses, parce que c'est toujours très affirmatif, etc., alors que c'est plein de biais de tous les sens. Alors, vous avez un effet de vérité qui est très grand. Bon, il faut se méfier de ça. Mais peu importe, c'est intéressant. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Notamment à partir de... J'ai pris les archives communistes, les publications, les archives de police, et puis j'ai repéré des noms au fur et à mesure. On repère des noms. Et après, je suis allé à la recherche de ces noms. Et donc, je dis comme ça, je ne sais plus le chiffre, mais j'ai dû rencontrer peut-être 150 ou 200 personnes, si vous voulez, comme ça, à force pas de cours, parce que je suis allé les chercher. Et ce qui est intéressant, et après j'ai regardé aussi les archives du lycée, les archives électorales, les archives, je vais multiplier dans différents sites. Et qu'est-ce que j'y ai vu? Je prends un exemple. Vous savez, quand vous avez les synthèses sur l'histoire du communisme, etc., donc vous avez le Parti communiste mobilise très fort contre le réarmement allemand dans les années 50, etc., etc. Bon, très bien. Mais là, donc on aurait pu faire le truc habituel. Mais là, l'entrée par le bas, si je peux dire, l'entrée par ça, qu'est-ce que je vois? Je vois que celui que j'ai rencontré, que j'ai retrouvé, qui est devenu médecin à Genève, donc je l'ai retrouvé à Genève, c'était compliqué, mais peu importe, le gars qui était dans mon rapport, là, donc qui se mobilisait contre le réarmement allemand, en l'occurrence, il se trouve que c'était un jeune juif dont les parents, comment dire, avaient été exterminés dans le cadre de la Shoah. Et donc, évidemment, si vous voulez, après, vous pouvez toujours avoir des points de vue très d'en haut, comme ça, sur le Parti communiste, si ça. Mais là, c'était intéressant de voir qu'évidemment, comment dire, celui qui portait cette voix-là
il l'a porté parce qu'il y avait aussi tout un écho, si je puis dire, qui évidemment n'apparaît pas. Quand vous faites de l'histoire en Europe, là, et vous faites des grandes généralités, je sais pas quoi, les xénophobies, le machin, le truc, les grandes abstractions, parfois non dénuées de jugement. Mais là, vous rentriez, si je peux dire, par là, et évidemment, on avait une tonalité un petit peu différente, si je peux dire, en entrant par ça. Et donc, les sources, en réalité, voilà, on peut aller en chercher dans des directions très larges. Il y a quand même beaucoup de témoignages, beaucoup de traces de ça. Et je pense que ça dépend aussi des questions. Je crois que la question commande un peu la source, si je peux dire, quand même, d'une certaine manière, de ce point de vue-là. Et donc, de ce point de vue-là, on peut faire une histoire très, très différente. Et je crois assez, en tout cas, à l'idée, peut-être, que l'histoire politique, c'est très bien, et que l'histoire politique du politique, c'est très bien, et c'est nécessaire, parce que c'est compliqué de se retrouver et de comprendre tout ça, ça demande une spécialisation, mais qu'à la fin, je crois quand même que l'histoire politique se comprend mieux si elle est aussi comprise dans une histoire qui n'oublie pas l'histoire sociale, l'histoire culturelle, l'histoire économique. Enfin, je dis peut-être des choses un peu élémentaires, mais ça peut avoir des conséquences parfois dans la pratique. Bon voilà, je ne sais pas si je réponds à cette question, mais pour moi c'était un peu tout. Oui, je rebondirai sur ce qui vient d'être dit. Je pense que, d'abord, effectivement, on n'est pas... il ne s'agit pas de faire l'histoire des serfs au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on parle de phénomènes pour lesquels on dispose d'énormément de sources, en plus de parties et de formations qui ont été très surveillées par la police. C'est l'avantage quand même d'être très surveillé par la police, ça laisse des traces. Non, mais il vaut quand même mieux, c'est les trucs établis laissent beaucoup moins de... C'est beaucoup plus difficile de faire l'histoire de la pêche à la ligne que l'histoire du Parti communiste. Mais, parce que là, on n'a pas de sources. Donc, des sources, on en a, on peut toujours faire émerger d'autres massifs de sources. L'ouverture des archives de la Troisième Internationale, des archives dites de Moscou a permis, par exemple, mais globalement, si vous regardez les grandes hypothèses d'Annie Kriegel, par exemple, n'ont pas été infirmées par la suite par la mise au jour d'autres morceaux de sources. Donc la question, c'est aussi de savoir comment vous questionnez les sources. Effectivement, même des sources en apparence très uniformes, comme les sténographies de congrès, vous avez tout à fait les manières d'user des ressources de l'histoire culturelle pour interroger ce que signifie par exemple la gestion des foules dans un congrès, la manière dont vous construisez un charisme dans un congrès. On parle quand même de situations de congrès où, alors là je pense davantage au congrès de la SFIO d'avant 14, où il n'y a pas de micro, il n'y a pas... Donc, et pourtant se construisent des personnalités éminemment charismatiques, dont Jaurès est un exemple. Voir la manière dont Jaurès gère un congrès, gère ses contradicteurs, manie la colère, manie ça vous incarne aussi, effectivement, ça vous permet de voir qu'un leadership comme le leadership jaurésien ou comme d'autres, effectivement, je suis tout à fait d'accord, n'est pas dans la nuée, mais se construit aussi par des formes d'interaction, par des formes de construction, là pour le coup du métier politique, qui sont extrêmement importantes. Donc rien que réinterroger les sources pour voir effectivement, pour leur poser d'autres questions, permet de découvrir toute une série de choses. Par exemple, effectivement, en incarnant des ruptures ou des transitions qui ont une limpidité absolue dans les dates de l'histoire politique. On sait qu'à la suite du congrès de Tours, la majorité se sépare de la minorité, structure de formation politique à partir d'une seule. Effectivement, la manière dont tout ça, d'abord sur le moment du congrès, parce que dans le congrès, on a tous les témoignages de toutes les fédérations, donc on le sait, mais même dans les années qui suivent, la manière dont cette rupture est vécue, appréhendée, certainement avec des temporalités extrêmement différentes, parce que c'est une chose de prononcer la rupture, c'en est une autre, de voir comment elle se produit, comment vous gérez des choses très concrètes, comme que deviennent les locaux, que devient le journal, ça se règle, mais l'humanité, ça se règle. Comment effectivement, ce que veut dire se différencier sur la base communiste-socialiste quand vous êtes, je ne sais pas, dans un petit village minier ou dans un petit village de l'Allier. Sur quoi se fonde cette différence? Ça ne se fonde pas, ça ne se fonde sans doute pas, ou pas uniquement sur ce que vous connaissez des conditions de la Troisième Internationale, mais ni sur ce que vous connaissez de l'URSS, que déjà les membres du Congrès de Tours connaissent, pour lesquels ils n'ont que de toute façon des images très largement médiées et déformées par cette... Donc comment vous restez socialiste ou comment vous devenez communiste? Est-ce que c'est une question de génération?
est-ce que c'est une question d'engagement syndical? Est-ce que c'est une question de profession? Donc ce sont aussi ces questions-là qui ne nécessitent pas d'exhumer nécessairement de nouvelles sources. En fait, toutes celles-là, c'est ce que a dit aussi Guillaume, les a, mais qui nécessitent aussi de savoir quelles questions on leur pose. Encore une fois, l'enjeu est moins d'inventer, il arrive que vous trouviez des sources, mais sur des objets comme ceux-là, on sait quand même à peu près ce qu'il y a, mais l'enjeu est de savoir quelles questions vous leur posez. Merci. Peut-être que je vais arrêter de kidnapper l'orientation du débat avec mes questions de modernistes qui, du coup, posent des questions. Alors, donnons plutôt la parole à la salle. Je suis sûr que ce débat avec la salle va plutôt nous ramener vers les questions plus contemporaines, vers les grandes questions qui planent un peu autour de notre réunion ce soir. Est-ce qu'on n'est pas un peu aussi passé à une sorte de congrès de tour inversé qui plane, enfin, qui pointe son nez. Donc peut-être est-ce qu'il y a des interrogations qui surgissent de la salle sur des questions plus larges ou en lien avec ce qui a été évoqué. Peut-être juste un tout petit mot, parce que juste parce que je vois bien que c'est un caractère potentiellement un peu décevant, comment dire, puisque on a longtemps eu des espèces de plaidoyer pro-domo dans un sens ou dans l'autre pour dire que ce qui avait été dit en 1920 était vrai, évidemment, ça dépendait du côté, voilà, mais est vrai à l'époque et toujours vrai aujourd'hui. Bon, vous voyez bien que moi j'ai du mal à marcher sur ce truc-là, je trouve que c'est difficile à affirmer comme ça, mais comme on est ici, j'avais une petite citation à vous donner juste pour illustrer un côté, pour faire vivre un peu ce travail enterré, que je vous donne là, puisqu'on est à l'école normale. Donc je vous donne quand même ici un des hauts représentants, si je puis dire, de l'école normale du socialisme. C'est donc Marcel Déat, bien sûr. Donc Marcel Déat, qui donc évidemment n'a pas voté pour l'adhésion en congrès de Tours et qui écrit dans ses mémoires, on parle des sources excessivement dangereuses, tant qu'elles sont écrites, vous savez bien, voilà, elles sont écrites dans un moment particulier, qui est un moment de l'après-Seconde Guerre mondiale, puisqu'il est mort en 1955. Mais ça résume bien un petit peu ce que ça peut être que l'interprétation politique classique de la validation définitive, voire en y ajoutant des petites informations, des petites interprétations politiques qui correspondent à la conjoncture du moment, évidemment. Alors, je vous donne un petit passage. Ça donne « Cette scission de Tours marquait un tournant d'une extrême importance. Le socialisme de Jaurès, le socialisme démocratique et national, le nôtre, avait refusé de se russifier. Nous étions français, occidentaux, idéalistes. Nous ne pouvions ni ne voulions sortir de notre peau pour nous mettre dans celle du moujik. » Bon, tout chacun des mots ici pourrait mériter un commentaire intéressant. Et vous voyez, ce que je veux dire, c'est que moi, il y a une espèce de volonté, vous voyez, de créer des espèces d'abstraction éternelle qui ne bouge pas, si vous voulez, et dans lequel on est Blum ou on est Vaillant Couturier, né Variétour. Bon, je trouve que c'est pas très facile à tenir comme position. Et évidemment, j'ai pris des airs un peu aussi pour rire, évidemment, si je puis me permettre. Mais voilà, mais quand même, bon, voilà. Non, et si je peux rajouter, par ailleurs, toutes les positions n'ont pas été uniquement totalement pour, totalement bien contre. Sûr, il y a par ailleurs toutes les positions, comme celle de Jean Longuet, grand internationaliste, qui n'aurait certainement pas adhéré à ce que disait Marcel Déat, donc pour qui la question de la position était résolument vissée à une question liée à l'appréhension de l'international. Bon, il ne faut pas oublier que par ailleurs, effectivement, tous les témoins ont eu tendance à reconstruire ce qu'était le Congrès de Tours en fonction, mais ça c'est une chose humaine, de leur évolution ultérieure. Enfin, l'évolution de Paul Vaillant-Couturier n'est pas celle de Léon Blum, n'est pas celle de Marcel Déat, quand même un peu singulière, on va dire ça comme ça. Et donc effectivement, Tours est devenu aussi cette mémoire qui a permis d'appuyer, mais un peu comme dans un autre genre, le Bad Godesberg, le congrès de Bad Godesberg, pardon, du SPD en 1959. C'est-à-dire qui compte beaucoup moins pour ce qui s'est dit réellement, qui en réalité pas très simple, que pour l'image qu'on en a donnée. Tours est devenu un mythe, et donc comme tous les mythes, a été utilisé par les uns et par les autres pour attester a posteriori de la véracité ou pas. Et c'est ce qui est difficile au fond, c'est que de Tours, pour finir, ne survit aujourd'hui plutôt son mythe que l'histoire qui, comme tu le montres, est relativement complexe.
Mario. Merci beaucoup, c'est très intéressant. J'ai particulièrement apprécié la remarque sur l'exotisme du congrès de Tours et qui clairement porte l'historien qui se penche sur un tel événement qui est aussi politisé encore aujourd'hui à devoir créer une distance par rapport à cet événement et peut-être on devrait tenter, même pour éclaircir sa proximité, de l'avoir traité avant comme on peut traiter le XVIIIe siècle, par exemple. Penser en termes de pouvoir, de lutte interne et aussi relation à l'histoire économique et culturelle qui a précédé et suivi le congrès. Mais les questions, donc d'abord une question un peu peut-être pour tout le monde, pour revenir un peu sur très proche de l'événement, c'est est-ce que vous pourriez faire une synthèse vraiment du congrès de Tours et le raconter, en faire un récit d'historien, mais en faire un récit aussi en rappelant peut-être les oubliés du congrès de Tours ou des aspects que l'on connaît moins du congrès de Tours. Voilà. Ça, c'est une première question. Une deuxième question est celle qui n'amène pas ne doit pas amener forcément de réponse définitive, c'est une question plutôt conceptuelle sur qu'est-ce qu'un événement politique et en quoi le congrès de Tours est un événement. Quelles sont les dynamiques qui le précèdent et qui en déterminent aussi l'issue? Est-ce que c'était un événement ouvert? Est-ce que autre chose aurait pu arriver où il était déjà prédéterminé? Et quels étaient les facteurs, les causes? Voilà une question un peu traditionnelle d'historien. Et aussi, s'il a déterminé après lui, il a changé en quelque sorte le cours de ce qui a été le développement du Parti communiste dans les années 20. Et une dernière question est liée à ce que j'écoutais il y a quelques jours. J'écoutais un podcast de France Culture d'une émission qui s'appelle À voix nue, et c'était Roland Leroy qui parlait. Et c'était l'émission sur le rapport au stalinisme du Parti communiste. Et Leroy citait les mémoires de Cachin, il me semble. Et il disait que donc, il y a eu une délégation, il me semble, avant le congrès de Tours, à Moscou. Et donc, si vous pouviez nous en dire plus sur ça aussi, c'est-à-dire, c'est une histoire qui n'est pas non plus une histoire nationale, mais c'est une histoire transnationale. Donc, il faudrait faire une histoire transnationale du congrès de Tours, si on veut. Et donc, le rapport entre cette délégation, ce qui m'avait frappé, c'est aussi qu'il disait, il citait Cachin, qui avait déjà vu dans cette rencontre le stalinisme venir. Et qui déjà critiquait même en critiquant le roi lui-même, cette expression de stalinisme qui, pour lui, était limitée parce que limitait le problème juste à la période de Staline, même cette expression. Mais donc, et d'où l'intérêt de citer Cachin qui allait voir les cadres du Parti communiste à Moscou et qui écrivait que ces gens-là, je cite un peu de mémoire, avaient beaucoup de rivalité interne et qu'il y avait quelque chose de nocif qui larvait là-dedans, mais qu'ils sentaient qu'il fallait quand même se rallier à eux, à l'heure internationale, et que tout cela serait dépassé et ne s'accentuerait pas.
Dans cette histoire transnationale, Pardon, non. On réfléchit. On réfléchit en même temps. dans la question histoire transnationale des congrès de Tours, je suis désolé pour toutes ces questions, mais c'est extrêmement riche et on est là pour ça. Le lien entre le congrès de Tours et le congrès de Livourne aussi, qui a bien quelques mois plus tard. Et donc, est-ce qu'une étude comparative de ces deux congrès peut éclairer davantage sur disons, les spécificités de chacun? Peut-être sur la première question, si je peux vous encourager à faire la synthèse de la synthèse. La synthèse de la synthèse, il reste 40 minutes, c'est pour ça. il y a un seul parti au départ, à la fin il y en a deux. Mais je vais peut-être commencer sur les causes et sur est-ce que Tours était inéluctable, ce qui n'est jamais facile à répondre comme historienne, et je vais laisser Guillaume faire le récit. Alors, juste une chose pour commencer, oui, il y a une histoire internationale et transnationale du Congrès de Tours, et j'ai envie de dire par nature, puisque l'objet officiel et premier, c'est quand même de discuter de l'adhésion ou pas de la section française de l'Internationale ouvrière à la nouvelle internationale qui s'est montée dans le sillage de la révolution bolchevique. Donc c'est à ce niveau-là, Tours n'a rien à voir avec Épinay, avec n'importe quel autre congrès. C'est-à-dire que c'est effectivement tout entier. La dimension internationale, elle vient pas en plus. Elle est consubstantielle. Alors, est-ce que Tours aurait pu, est-ce qu'on peut faire de l'histoire contrefactuelle, et est-ce que, par exemple, le résultat de Tours aurait pu être inversé, c'est-à-dire que la majorité serait restée dans la vieille maison, comme dit Léon Blum. Bon, en réalité, Tours n'est que, me semble-t-il, que l'aboutissement d'un processus qui fait que lorsque Tours a lieu, la scission est déjà somme toute décidée. Tours ne fait en somme qu'entériner ce qui s'est précipité, alors avec deux grandes causalités, ça je n'invente rien, c'est-à-dire qu'il y a me semble-t-il, deux causes majeures à Tours. C'est d'abord la guerre, le fait que une partie des socialistes a participé à la guerre, a participé aux différents gouvernements, voire le cas d'Albert Thomas, et que cette participation des socialistes à la guerre a fait l'objet, à partir de 1916-1917, de contestations de plus en plus importantes de la part d'une minorité de la SFIO qui voyait la trahison des principes du socialisme internationaliste tel qu'il s'était constitué avant 1914. Donc, par ailleurs, il y a effectivement, là on fait de la politique très générale, la jeune génération, je pense aux travaux de Romain Ducolombier et autres, qui est membre de la SFIO en 1920, a effectivement, comme la jeune génération intellectuelle, où on voit d'ailleurs Breton-Aragon, a un certain nombre de comptes à régler avec ses aînés, en qui elle voit les responsables d'un conflit dont on sait le caractère de boucherie généralisée. Donc la première causalité profonde de Tours, c'est la guerre. La seconde, c'est évidemment la grande lueur à l'Est, comme disait Romain Rolland, la révolution, les deux révolutions russes, celle de février, surtout celle d'octobre 1917, qui voit arriver au pouvoir le parti bolchevique, un parti qui, à ce moment-là, n'a pas l'ambition de construire le socialisme dans un seul pays, mais a l'ambition de faire éclater une révolution mondiale, et d'ailleurs a des raisons de le croire, puisqu'il y a des micro-révolutions et des révolutions pas micro, en Hongrie, en Autriche, en Allemagne, et donc entend effectivement promouvoir des modèles de partis révolutionnaires susceptibles d'impulser cette révolution mondiale. Donc il y a ces deux grandes causalités. Alors la guerre aurait sans doute suffi vraiment. La question qui se pose, c'est peut-être davantage s'il n'y avait eu que la guerre et pas de révolution bolchevique, est-ce que le parti aurait quand même éclaté? C'est-à-dire, est-ce que c'est la guerre qui fait tout éclater? Est-ce que c'est en plus la révolution bolchevique? Bon, c'est difficile à savoir. Toujours est-il que,
En réalité, il y a plusieurs congrès, la SFIO n'a pas arrêté de tenir des congrès, il y a plusieurs congrès en 1918-1919, et déjà, les rapports entre minoritaires, majoritaires, les minoritaires devenant ensuite majoritaires et inversement, sont excessivement tendus. Et donc, en fait, tout entérine ce qui a mis entre 1916 et 1920 3 ou 4 ans à se cristalliser, mais donc, et le constat d'un divorce plutôt que l'élément déclencheur d'un divorce qui aurait eu avant. Pour prendre la suite sur le déroulement, disons que, et là pour rentrer dans l'exotisme à nouveau, ce qui surprend, si peut-être vous avez une pratique de congrès, je ne sais pas de quelle organisation ou que sais-je, c'est ce que c'est qu'un congrès, c'est le 18e congrès de la SFIO. On n'a rien à voir avec un congrès d'aujourd'hui où souvent, quelles que soient les organisations syndicales ou politiques, vous avez 3 minutes de parole et il y a beaucoup de gens qui parlent. Là, en fait, personne ne parle. Au début, si. Ils imposent le défilé de toutes les fédérations qui vont parler. Et justement, pourquoi ils l'imposent? On voit bien aussi pourquoi. Parce que c'est les gagnants qui imposent ça au début. Et à l'ordre du jour est changé. On dit, bon, non, finalement, on va commencer par un tour des fédérations. Pourquoi ils le font? Parce que le Congrès national, c'est pas exotique, c'est toujours comme ça, souvent, il prend la suite de congrès départementaux qui ont été organisés dans les départements. Or, on sait déjà le résultat. Dans les départements, l'adhésion à l'international l'a déjà emporté. Donc c'est réglé. Bon. Et donc, évidemment, là, il y a un effet de... Voilà, donc, toutes les fédérations, une par une, passent. L'adhésion. Bon, évidemment, ça donne un effet qui n'est pas inintéressant pour les partisans de l'adhésion. Bon, voilà. Mais en dehors de ce petit moment où chacun défile, après, en fait, vous tombez sur un truc, c'est un grand défilé de longues interventions fleuves des chefs de tendance. En réalité, c'est ça. Je vous cite un petit extrait d'un congressiste, qui est un jeune congressiste du Seine-Maritime, qui s'appelle Roger d'Arbornoz. Et il dit, voilà, donc il raconte, évidemment, lui-même, il a parlé au début, là, comme c'est lui qui parlait pour la scène inférieure, on ne disait pas Seine-Maritime, on disait scène inférieure à ce moment-là. Et donc il raconte, donc il a parlé. Il dit, et les envolées oratoires étaient ponctuées d'applaudissements comme au théâtre. Il y a un petit peu ça, vous savez bien, c'est l'art oratoire de la Troisième République des députés, il y a quand même pas mal de parlementaires dans cette affaire-là. Donc vous avez ça. Et des interruptions amusantes. Par exemple, vous avez à un moment Alexandre Braque, qui lorsqu'il est donc un proche de Gued, une des grandes figures du Nord, c'est le Jaurès oublié un peu, voilà, si je peux dire, c'est l'autre, voilà. Bon, mais et donc Gued, il est malade, il n'est pas là. C'est aussi un congrès qui n'a pas les vieilles stars, puisque Jaurès, si vous permettez cette expression, puisque Jaurès est mort et que Gued est malade, il n'est pas là, il faut passer un message, etc. Et que Vaillant. Donc Braque, à un moment, donc, est interrompu. Alors, vous voyez le style, je vous cite un passage. Je répondrai ce que j'ai répondu une fois à Daudet, donc déjà, c'est une citation de soi-même, c'est pas mal. Donc, je répondrai ce que j'ai répondu une fois à Daudet. J'attendrai que vous soyez spirituel pour répondre. Vous voyez un peu le style, quoi. C'est ça, un peu le congrès de Tours. Et puis, à un moment, Blum aussi fait du Blum. Donc, très, voilà. Et là, le gars l'interrompt, il dit, vous êtes trop habile pour être honnête. Voilà, bon, peu importe. Mais vous voyez, disons un peu, si je peux dire, la tonalité. C'est l'art oratoire, parlementaire, un peu, etc., qui est très présent avec des ténors. Vous avez très, très longue. C'est pas 3 minutes pour Cachin et 3 minutes pour Blum. Ça n'en finit pas. Bon, et donc, c'est très très long. Et donc, c'est du 25 au 30 décembre parce que, pour des tas de raisons, bon, au départ, c'est pas la date qui était prévue, mais bon, on dit que c'est parce qu'il y avait une pression un peu pour que ça se passe dans des moments qui étaient plus encadrés par les vacances pour les instituteurs, etc. Bon, voilà. Et le 25, c'était férié, bon, voilà. Je ne sais même plus si c'était férié le 25, je crois que oui, je sais un doute, mais je crois que c'était déjà férié. En tout cas, il y avait des vacances pour les instituteurs, je sais ce qu'ils racontaient, etc. Bon, ça va à Tours. C'était pas prévu à Tours au début parce que les partisans d'adhésion étaient plutôt forts en région parisienne. Il y a des débats aussi sur le lieu, la date, enfin voilà, tout ça est l'objet de discussions et de négociations importantes. Et finalement, une des questions qui reste à Tours, puisque la question d'adhésion est tranchée, c'est de savoir ce qu'on va faire de la gauche de la droite ou de la droite de la gauche, comme on voudra, c'est-à-dire de Longuet. Voilà. Puisque, pour la faire courte, parce que si vous voulez du détail, alors il faut un peu d'histoire politico-politique, si je peux dire rapidement, mais quand même, sinon on ne comprend rien, c'est pas très facile. En gros, je simplifie un peu, mais en tout cas à l'échelle du Congrès, vous avez les partisans de la Troisième Internationale qui sont organisés en tant que tels dans un comité, qui est le comité de la Troisième Internationale, qui rassemble des gens en réalité assez différents, qui auront des trajectoires différentes, et bon, qui sont organisés pour ça. Et qui souvent sont très hostiles à
à ce qui s'est passé du point de vue de la version de la SFIO, l'Union sacrée, au moins a posteriori, très partisan de ce qui se passe à Moscou, au moins de comment ils imaginent, et ceux-là sont très partisans de rupture et de nouveauté. Un peu d'ailleurs comme Zetkin qui intervient et qui dit « il vous faut faire peau neuve », donc qui pousse aussi à la nouveauté et à la rupture. Mais ce n'est pas eux les patrons, si je peux dire, parce que leurs grandes figures sont en prison. Donc, en l'occurrence, c'est Loriot, Souvarine, ils sont pas là. Bon, ils sont en prison. Bon. Et donc, il y a des grandes figures importantes. Il y a un Couturier, il y a Rapoport, c'est des gens qui comptent, mais bon, voilà. Donc, il y a eux, partisans de l'adhésion. Mais il y en a d'autres qui sont partisans de l'adhésion. C'est ceux que vous connaissez davantage, c'est-à-dire Marcel Cachin, le directeur de l'Humanité depuis 1918, puisqu'effectivement tout ça a déjà basculé au congrès de 1918 en réalité, où donc les anciens, par contre pour Cachin qui a fait était majoritaire, mais bon en tout cas c'est compliqué, je suis désolé, mais où donc où les minoritaires sont devenus majoritaires, c'est-à-dire ceux qui s'opposaient à la guerre, avec Longuet et tout ça, ont pris la direction, ont pris la tête. Et donc l'homme de Longuet, le gendre, donc un des gendres de Marx, donc c'est Frossard, j'allais dire la femme, mais non, enfin, c'est l'autre genre, mais ça n'a rien à voir. Donc c'est Frossard, c'est lui qui dirige, c'est le secrétaire général de la SFIO. Donc Frossard a le parti, Cachin a l'Humanité. Et ça veut dire en gros que c'est... Cachin c'était un majoritaire, c'est-à-dire qu'il était en gros pour, il a même failli être ministre, et Frossard c'est l'homme de Longuet, quoi, pour la faire un peu brutale. Et donc c'est eux qui tiennent la SFIO, et c'est eux qui s'en vont dans ce fameux voyage mandaté par la SFIO pour le deuxième congrès international communiste à l'été 1920, et c'est eux qui après vont revenir, faire un compte-rendu de voyage et dire il faut y aller, pour des tas de raisons. Et donc ceux-là, évidemment, c'est compliqué, parce que pour les gens du comité de la troisième, vous voyez bien que c'est des socialistes repeints. Quoi, vous voyez, on n'a pas vraiment confiance, ces gens-là, qui ne sont pas des gens de la rupture. Bon, Cachin, voilà, même Frossard. Bon, voilà, donc, et alors eux, ils veulent une rupture. Et donc, c'est cette alliance. En réalité, c'est les deux qui vont faire alliance pour rédiger ce texte. Parce qu'il n'y a pas non plus d'amendement. Vous connaissez les congrès. Alors, le congrès, 3 minutes chacun pour défendre votre amendement. Mais là, il n'y a pas d'amendement. Donc voilà, donc c'est pas un congrès comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, vu d'aujourd'hui, si je peux dire. C'est pas un congrès, chacun parle 3 minutes pour amender. On n'amende rien. Il n'y a rien à amender. Vous votez, point, c'est tout. Donc, oui, c'est pas. Et donc, c'est ces deux-là qui se mettent d'accord pour rédiger. Alors, ça se passe, on a des archives. J'ai oublié, c'est Giraud qui avait travaillé sur ce travail-là, mais des archives de ceux qui font c'est Daniel Renou, si je me souviens bien. L'archive de Daniel Renou, qui est lié à Montreuil, donc peu importe, et donc qui fait parfois des intermédiaires entre Loriot Souvarine qui sont en prison, et puis Cachin, etc. Donc on négocie la rédaction de tout ça. Il y a un petit peu l'international, mais là, avec les archives de Moscou, j'étais assez content de mon cours, on avait parlé, il y a Vujovic, différents envoyés, parce que l'international communiste a aussi des envoyés. Mais ils ne tiennent pas tout, justement, parfois ils se plaignent, oui, on n'est pas au courant de machin, de ci, de ça. Donc vous avez la vie concrète, si je puis dire, par-delà les fantasmes, parfois, voilà, de comment ça fonctionne. Bon, et donc ils se mettent d'accord sur ce texte, c'est ce texte qui va être majoritaire. Donc ça, on le sait, puisque les congrès départementaux l'ont déterminé. Ce qu'on ne sait pas, c'est ce que vont devenir, donc là, vous avez le premier bloc, il vous reste l'autre bloc, le bloc des résistants, c'est comme ça qu'il s'appelle, la résistance, donc Blum, etc., qui eux ne veulent pas de l'adhésion à la Troisième Internationale, et vous avez un gros morceau qui sont ceux qui veulent adhérer mais sans les conditions et qui portent une internationale de rassemblement et qui veulent l'unité du parti, l'unité internationale, l'unité de la synthèse, etc. C'est Longuet. Bon, et donc la question en fait qui n'est pas tranchée est de savoir ce que va faire Longuet. Est-ce que Longuet il va aller avec Cachin et co, ou est-ce qu'il va aller avec Blum? Et en fait, le problème, c'est que dans les partisans de l'adhésion, je ne sais pas si vous allez encore être d'accord avec moi, dans les partisans de l'adhésion, donc, ils ne sont pas d'accord. En gros, Frossard, il se bat mordicus pour avoir Longuet. Il veut Longuet, qui est son maître, voilà, il veut absolument Longuet, et les autres n'en veulent absolument pas. Lui, il le veut parce que justement, on continue, et les autres n'en veulent pas parce que justement, ils font de la rupture. Donc il y a une petite tension. Et en plein congrès,
va y avoir plusieurs coups comme ça, un peu tranchants, des bolcheviks qui vont être un peu fidèles à leur réputation, donc un peu tranchants, et donc qui envoient le télégramme Zinoviev, alors Zinoviev étant à la tête de l'international communiste, et donc qui dit en gros, Longuet, tout ça c'est la honte, etc., du prolétariat. Je les citations, mais je les ai plus. En tout cas, il n'en veut pas. Il dit surtout pas non. Alors évidemment, ça crée un petit froid. Et puis Zetkin remet ça par 2 fois. Une première fois parce qu'au début on dit qu'elle ne sera pas là. Donc Clara Zetkin, donc qui représente l'international communiste, normalement elle ne doit pas venir parce que donc elle a fait passer une lettre qu'on lit. Puis finalement, après, elle arrive quand même. Là, c'est un coup de théâtre incroyable parce qu'évidemment, elle est passée à la barbe de la police, etc. Elle débarque et c'est une Allemande. Alors là, lisez la presse de droite de l'époque, c'est incroyable. Et donc, et en plus, c'est l'international communiste incarné. Bon, voilà, c'est la voix de tout ce qu'on voudra, etc. Bref, voilà. Et donc, ça fait un grand effet, mais n'empêche que derrière, ça remet encore une petite louche sur. Il faut faire connaître et il faut casser. Donc finalement, la seule question qui restait un peu, c'était celle-là, et elle est tranchée un peu brutalement par les bolcheviks, et le Congrès va suivre dans les 2 sens, si je peux dire, parce qu'après, les autres disent, il faudrait quand même nous expulser, enfin je sais pas quoi, il faut se désolidariser de tout ça, bon, c'est fini. Et il y en a quelques unités qui à la fin vont revenir, mais très très peu, pour dire, bon, quand même, allez, on vient. Mais donc c'est ça, en gros, si vous voulez, l'enjeu politico-politique de cette affaire. Ça prend plusieurs jours, et ça finit comme ça. Et à la fin, ça finit, et vous voyez à quel point ce congrès est incompréhensible si on a dans la tête tous les grands trucs de Jean Fréville, qui était un prof de Thorez, qui dit « la nuit finit à Tours », et donc voilà, à partir de Tours, les choses sont claires, nettes et précises, né varié Tours, ou alors à l'inverse, Tours va dans l'autre sens. Ça finit comment? La une, juste après la session, qui arrive dans la dernière nuit, si je puis dire, c'est dans la nuit que cette chose se joue, parce que ça se négocie aussi un peu le soir dans les différents endroits, parfois dans les loges maçonniques, enfin bon, bref, peu importe. Et le lendemain matin, donc, il y a un conflit de continuité. C'est-à-dire que Blum et les autres disent, bon, voilà, vous créez quelque chose de neuf, ça n'a rien à voir, et nous, on continue les choses sérieuses, voilà, la vieille maison, c'est nous, et vous partez à l'aventure, tout ça. Et Frossard, il dit, non, ça faisait partie des conditions qu'il n'avait pas voulu accepter, puisque le Congrès de Tours n'accepte pas toutes les conditions. Le Congrès de Tours, il fait un texte qui ne va pas bouger, dans lequel il y a la plupart des conditions qui sont acceptées, voilà, et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Notamment, il y avait une condition sur le nom, puisque il fallait, pour marquer le changement, il fallait changer de nom. Et Frossard ne veut pas changer de nom. Et donc, le lendemain, après que le texte a été voté, qui ne prévoit pas de changement de nom, il dit voilà, c'est ici que le socialisme continue. Donc c'est nous qui continuons et c'est eux qui vont... Bon. Donc, vous voyez comme c'est exotique, parce qu'on n'y comprend plus rien, parce que du coup, ceux qui vont créer le Parti communiste, juste après qu'ils sont censés l'avoir créé, ils sont très fiers d'être toujours le Parti socialiste. Voilà, donc c'est une chose un peu étonnante. Voilà en gros le congrès de Tours, d'un point de vue politico-politique un peu étroit. Donc c'est un congrès d'alliance, de tendance, avec tous les compromis un peu parfois bancals entre tendances qui ne sont pas toujours tout à fait d'accord. Pour le prendre par le petit bout de la lorgnette, mais au moins c'est un peu politico-politique comme ça. Alors, je vous propose de grouper les questions, peut-être faire 2 par 2. Question par 2 questions. Oui. Je vais juste faire rapide. La première, c'est est-ce qu'il y a une mémoire du congrès de Tours, non ni socialiste ni communiste, mais chez ce qui est quand même trotskiste et anarchiste, en particulier trotskiste. Et l'autre question, c'est sur. J'ai une question historiographique sur le fait d'interroger des personnes sur leur vécu. Comme par exemple, on parlait de l'élève du cégep de Cours, mais le problème c'est que, effectivement, comme ce qu'on voit dans les mémoires, il y a une reconstruction a posteriori. Donc, est-ce que, comment en historienne, comment on arrive à concilier le témoignage et la reconstruction potentiellement a posteriori du témoignage? Voilà. Vous voulez prendre ces 2-là ou vous pouvez en prendre une seule et en plus?
Sur la mémoire du Congrès de Tours, c'est une bonne question. Ça veut dire que, je ne connais pas très bien la question, mais probablement moins et probablement pas, parce que les anarchistes ne sont pas justement. Il y a eu suffisamment de. Il y a une petite partie du syndicalisme révolutionnaire qui pense possible, qui croit que le nouveau parti communiste permettra d'exprimer les tenants du syndicalisme révolutionnaire, mais ça ne va pas se passer avec la bolchevisation. Ça veut dire aussi que toute une partie de la gauche ne va pas nécessairement se reconnaître dans la Summa Divisio du Congrès de Tours. Que pour les trotskistes, c'est après. Donc il ne peut pas y avoir de division sur Trotsky à propos du Congrès de Tours, puisque là, pour le coup, tout le monde, les bolcheviks et la révolution russe ne formaient qu'un bloc. Pour les anarchistes, ça peut passer par la mémoire du premier parti communiste, parce que on ne va pas refaire la suite de l'histoire, parce que sinon on va être là jusqu'à minuit, mais il faut bien dire que, effectivement, non seulement tout ne se décide pas à Tours, mais ce qui va s'appeler la section française de l'Internationale communiste, puis le Parti communiste, va mettre des années à voir se dessiner sa figure. Donc un certain nombre de choses est réglé à Tours, mais rien n'est réglé à Tours sur ce que sera le nouveau. Ni sur sa forme, ni effectivement sur le degré d'adhésion aux conditions internationales, ni sur ce que c'est qu'un nouveau parti de type révolutionnaire. Donc l'expérience d'une petite partie des syndicalistes qui pensent qu'effectivement, dans ce nouveau parti, ils pourront trouver ce qu'ils ont cherché en permanence avant 14, c'est-à-dire un socialisme sans compromis avec l'État, pensent qu'ils pourront le trouver. Bon, pour finir, ils ne le trouvent pas. Donc pour finir, cette mémoire-là, ils ne peuvent pas s'y raccorder. Pas plus que si on prend un autre exemple, aujourd'hui, toute une série de formations de gauche, effectivement, ne sont pas, je sais pas, les écolos ou d'autres, n'ont aucune mémoire de Tours, parce que Tours ne leur dit rien. Donc effectivement, Tours est une mémoire aussi relativement circonscrite, mais dans lequel la très grande diversité de la gauche française, qui est très forte en matière de diversité, ne se reconnaît pas. Donc ce sont des mémoires vives qui, chez un certain nombre de traces militants, alors peut-être plus encore dans des régions où les deux forces politiques vont se vouer peut-être plus que de l'animosité, de la haine. Bon, j'ai beaucoup travaillé sur le nord de la France. Dans le nord de la France, les relations entre socialistes et communistes. Donc, c'est là, sans doute, que va se poursuivre une mémoire de Tours extrêmement antagoniste, qui va redessiner deux camps totalement opposés. Ailleurs, effectivement, Tours est soit un non-événement, soit un événement qui se passe avant, soit Tours n'est pas nécessairement l'essentiel dans les différentes mémoires de la gauche française. Alors pour la deuxième question qui était sur la mémoire et les entretiens, oui, alors évidemment c'est une question très intéressante. C'est une source compliquée, la source orale, tout comme toutes les sources d'ailleurs, parce que toutes les sources sont dédiées, mais la source orale en a aussi. Dans le cas précis, si on vous enfermez dans votre question particulière là de ce gars, moi je l'ai connu par un rapport du proviseur au recteur dans lequel le proviseur citait directement le gars et lui dit, le proviseur qui s'appelait, je ne sais plus, Jean Jacob, je crois, qui faisait donc un rapport au recteur et qui lui dit je suis obligé, parce que la politique est intégrée dans les établissements scolaires, vous l'avez un peu oublié peut-être maintenant parce que ça a changé, mais c'est un peu compliqué. Normalement, vous ne pouvez pas faire de politique. Donc là, il s'est mis sur une table, il a harangué la foule pour l'interdiction du réarmement allemand, et donc le proviseur, qui est écrit au recteur, lui dit j'appelle un peu votre mensuétude parce que justement il a dit ça et ça, mais en l'occurrence son père, sa mère, etc. Donc, et puis il n'est pas si vieux, donc soyez pas trop difficile par rapport à ça. Donc évidemment, ça appelle, on ne prend jamais les choses comme ça. Mais là, sur un certain nombre d'éléments, il y a certaines choses que vous pouvez reprendre quand même sans trop de risques. Sur la déportation, c'est pas des choses qui, vous voyez ce que je veux dire. Mais en revanche, sur la mémoire et l'utilisation de tout ça, c'est vrai qu'une des difficultés pour le Parti communiste, je veux parler de ça parce que c'est ce que je connais le mieux, ou les jeunes communistes, le mouvement communiste, ce qui est difficile, c'est qu'il y a plusieurs événements. Un, il y a que les communistes eux-mêmes portent en congrès des opinions, extrêmement de leur histoire, des opinions sur leur propre histoire. Par exemple, le plus difficile à faire dans les entretiens, c'est sur les jeunes filles, parce qu'à un moment, les communistes ont créé en 1936 jusqu'en 1974, avec quelques interruptions, peu importe, une structure spécifique pour les jeunes femmes qui s'appelle l'Union des jeunes filles de France.
Or, il se trouve que celle qui a longtemps eu la responsabilité de ces questions, des questions féminines, avec d'autres, mais quand même la figure de proue, c'était Van Vermersch, et que Van Vermersch, elle s'est fâchée avec le groupe dirigeant en 68, et donc ça crée une sorte de petite tension mémorielle, si je puis dire, par rapport à ça. Et plus il y a la question du rapport du Parti communiste avec les féministes, et un changement de discours par rapport à ça. Ce qui amène une espèce d'effet de liaison, hop, ou en gros, si je peux dire, une sorte de position négative, si vous voulez, du Parti communiste lui-même, de regard négatif du Parti communiste lui-même sur les expériences faites en direction des femmes et des jeunes filles à la période de Vermersch, parce que associé à... donc il y a des discours, plus la théorisation des congrès qui ont dit dans les années 70, pourquoi ça ne va pas bien aujourd'hui, j'exagère un tout petit peu mais à peine, à cause du retard de 1956. Donc il y a aussi des prises de position politiques sur l'histoire, et qui parfois peuvent être reprises de bon cœur par une partie des militants que vous allez rencontrer. Donc ça crée un premier effet. Puis un deuxième effet, qui est que, et c'est l'intérêt aussi d'avoir fait une histoire par en bas plutôt que par en haut, c'est que quand j'avais fait une histoire par en haut, j'avais suivi des témoignages. Mais comment j'avais fait? J'étais parti par les vétérans, c'est-à-dire par les vieux adhérents communistes. Mais ça posait un biais énorme. Ça voulait dire que je ne retrouvais des communistes anciens que ceux qui l'étaient restés. Or, il est évident que la majorité du lot ne l'était plus. Donc ça créait un biais considérable, alors que de partir par en bas, ceux qui étaient encore communistes devenaient l'exception. Et donc ça crée, et ça change le regard quand même, malgré tout, sur l'expérience donnée. Et donc de ce point de vue, il y a un deuxième aspect. C'est évidemment tous les discours, tout le regard que les acteurs peuvent avoir eux-mêmes sur leur propre trajectoire, le regard que la société, ça ne veut pas dire grand-chose, mais on voit bien ce que je veux dire, peut porter sur l'histoire du Parti communiste, etc., etc. Il y a aussi la relation avec la personne qui est en face de vous, parce que moi, en général, je jouais un peu incognito autant que possible, mais justement, ça pouvait créer parfois un peu de suspicion sur peut-être que celui qui me parle a peut-être un regard négatif sur. Vous voyez, ça crée beaucoup de biais, mais bon, disons qu'une fois qu'on en est... Enfin, on peut quand même en tirer des choses en croisant les sources, en étant conscient des biais. Enfin, en tout cas, moi, je suis assez partisan, quand c'est possible, de pouvoir utiliser aussi cette source avec d'autres, sachant qu'elle pose aussi un certain nombre de problèmes. Bon, voilà. Alors, il y avait une question au fond, oui. Et une petite chose aussi, c'est que ces sources orales ont un avantage, c'est qu'elles permettent parfois, souvent d'ailleurs, de retrouver d'autres sources écrites. Parce que parfois, justement, quand vous allez chez cette personne, parfois elle a aussi gardé dans ses papiers des photos, des archives, des ci, des ça, et donc ça enrichit aussi. Alors, essayons de garder des questions courtes et une seule par personne, après on tournera si on a le temps. Sur l'abondance des archives, en Seine-Saint-Denis, mais dans toute la France, parce qu'il y a aussi beaucoup d'archives qui ont été déposées dans les départements, il y a, on va dire, 3 sources qui justifient ces archives. C'est que dans les tout premiers dirigeants du nouveau Parti communiste, il y avait un marin. Marty était marin, et donc dans la marine, il avait l'habitude des livres de bord, et il a incité à écrire, à faire des comptes rendus. Ensuite, il a fallu faire des comptes rendus à l'Internationale communiste, qui s'est vite transformé en compte rendu à Moscou. Et puis la troisième voie des archives, enfin, la quantité d'archives qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de dirigeants français qui ont cru à la victoire. Ils ont cru à la victoire du Parti communiste en France par une voie originale. Et ils ont, qui n'était donc pas la voie de Lénine, la voie décrite par Karl Marx, et donc par cette voie originale, ils voulaient laisser une trace pour les autres pays qui pourraient la suivre, et aussi laisser une trace personnelle en disant, mais voilà, j'ai contribué à la victoire du communisme à la française. Voilà. Donc c'est les 3 sources qui font qu'il y a beaucoup d'archives du Parti communiste. Peut-être sur la dernière, tu veux prendre une grappe? Peut-être juste sur le dernier aspect, mais parce que moi je connais beaucoup moins, puisque dans la liste peut-être pas mentionné le fait que Marion Fontaine est très branchée sur les aventures jurassiennes, oui. Quand même. Et donc, moi je connais beaucoup moins bien que toi, infiniment, la partie pré-14, si je puis dire. Mais ce qui m'a justement frappé, parce qu'en faisant 1900, il a fallu que j'aille m'aventurer dans cette aventure de pré-14, parce que tu dis les communistes français qui veulent laisser une trace de leur expérience.
ce qui m'a frappé, c'est quand même, moi, ça m'a une espèce de morgue, pardon de l'expression, mais une espèce de morgue des socialistes français c'est eux, c'est la Commune, la grande révolution française, voilà. On sent bien que, je comprends que ça a dû être un peu difficile de se dire qu'ils allaient réfléchir à ce que les Russes avaient de faire, parce que on sent quand même chez ces gens-là une haute considération du socialisme français, qui quand même, voilà. Qui est aussi dans une relation de rivalité avec un socialisme, moi aussi hautement persuadé, parce qu'il est le pays de Karl Marx, de sa propre importance, qui est la social-démocratie allemande. C'est-à-dire que, effectivement, c'est toute la ruse de l'histoire que les bolcheviks fait une révolution dans le pays qui était sans doute le plus improbable si on suivait le développement des socialismes. Mais effectivement, ça peut aussi, il faut regarder toutes les querelles linguistiques qui traversent l'international avant 14 et qui a aussi à voir effectivement. Bon, Jaurès avait proposé le latin comme langue de l'international. Ça marche pas trop, c'est pas pourquoi. Mais non, je pense que la différence archivistique entre l'avant 14 et l'après 14 doit aussi beaucoup au fait que la SFIO d'avant 14, encore une fois, n'est pas... c'est au fond... c'est au fond Tours, pour les deux parties d'ailleurs de manière très différente, qui va inventer la forme moderne, celle qu'on connaît du parti de masse, du parti... la SFIO avant 14 est quand même... il n'y a pas d'hypermanent à la SFIO d'avant 1914. On est dans des structures extrêmement erratiques, souples, vous choisissez le terme que vous voulez, qui sont encore en grande partie en construction. Donc, ce qui explique aussi, à mon sens, que effectivement, vous avez beaucoup moins d'archives et elles sont beaucoup plus dispersées pour le socialisme d'avant 14 que pour les deux parties d'après, mais tout simplement, à mon avis, parce que le degré de structuration n'est pas le même et que vous avez effectivement, encore une fois, il faut bien voir que la SFIO d'avant 14, c'est pas 10 permanents. S'ils en ont 10, c'est beaucoup du monde. Donc, et c'est, bon, en même temps, c'est dommage parce que je pense que les différentes publications qu'on a présentées montrent qu'il est possible de le renouveler. Peut-être, effectivement, c'est ce qui se disait aussi en réinsérant le congrès de Tours dans des chronologies et dans des formes qui permettent à la fois de mieux en mesurer la normalité et l'exceptionnalité. C'est-à-dire que c'est ce que dit Guillaume, c'est-à-dire par exemple en réinsérant Tours dans une histoire longue des congrès qui a commencé au XIXe siècle, en voyant comment Tours s'inscrit parfaitement dans une forme de congrès, y compris dans son aspect où la déchirure doit être totalement théâtralisée. On ne peut pas s'empêcher, en lisant en effet un certain nombre d'interventions, de savoir que tout ce petit monde sait très bien que c'est du théâtre. Donc ils en donnent... en même temps, en montrant effectivement comment Tours marque, par exemple, effectivement, en jouant le jeu sur les fédérations, c'est la première fois qu'on voit à ce point la présence de membres de la Troisième Internationale au sein d'un congrès, donc de voir comment Tours innove. Ça, on ne peut le faire qu'en comparant Tours à d'autres congrès avant ou après. En comparant Tours aussi, il y avait une allusion au congrès de Livourne, à d'autres congrès, puisqu'il n'y a pas que la SFIO en France qui se casse sur cette raison, c'est la même chose en Italie, par exemple. Donc de voir comment Tours, je pense que c'est aussi une démarche majeure des sciences sociales que de comparer. Et donc en réinsérant effectivement Tours dans d'autres éléments, encore une fois, pas nécessairement pour dire... j'exagère un peu en disant qu'il ne s'est rien passé à Tours, mais pour mieux mesurer le sens de ce qui s'est passé à Tours. Et encore une fois, je pense que si on doit en tirer des réflexions, pas des leçons, mais des réflexions pour le présent, c'est peut-être justement en comparant et tout en effectivement multipliant les échelles, l'histoire par le bas. Là, c'est vrai qu'à l'occasion du centenaire, il y a eu pas mal de choses. Donc effectivement, il y a cette réflexion ici dans la revue 1900 qui justement essaie d'avoir une réflexion qui change de cadre un peu, voilà, donc d'un point de vue spatial. Il y a là ce qu'a fait le colloque de la Société française d'histoire politique avec Jean Vigreux, autour justement d'une approche par les fédérations.
Ça doit sortir l'année prochaine, je pense. Il a fait aussi un petit bouquin qui est sorti en 2020, mais là, ce travail-là devrait sortir, je crois, l'année prochaine ou cette année, je ne sais plus très bien. Il y a aussi tout le travail important, la thèse dont on parlait tout à l'heure, Marion Fontaine de Romain du Colombier, qui lui essaie de prendre la chose en changeant, en mettant le Congrès de Tours dans une autre période, dans un autre regard chronologique. On travaille pas mal sur la guerre et un petit peu sur la suite, dans une optique un peu plus militante sans doute. Il y a le travail de Julien Chusville aussi, qui est un travail important qu'il a fait aussi, et qui montre d'ailleurs une historiographie toujours assez vigoureuse, y compris dans ses oppositions d'ailleurs, même si c'est plus les mêmes qu'il y a 40 ou 50 ans. Donc je pense que c'est une historiographie qui est assez vivante, et paradoxalement, si je peux dire, parce que pourquoi aussi est-ce que cette historiographie elle est peut-être très active dans les années 70 ? Parce qu'on est en plein dans un moment où le Parti socialiste est fort, le Parti communiste est fort, il y a toutes les réflexions, les programmes communs, de ci, de ça, etc. Voilà. Aujourd'hui, évidemment, une situation un petit peu différente, donc c'est pour ça. Mais c'est vrai qu'il y a une historiographie assez vivante et qui explore donc ces différentes questions de changement d'échelle, de temps, échelle spatiale, par en bas, par en haut, par le côté. Par le côté aussi, parce que justement, là, en l'occurrence, il m'avait sollicité pour faire quelque chose sur le congrès des jeunes socialistes, forcément, parce que je travaille sur les jeunes. Donc, les jeunes socialistes de 1920, qui est un congrès qui se tient un petit peu avant, justement. Alors, dans quelle mesure est-ce que, évidemment, un congrès qui aboutit au même résultat, donc à l'adhésion à l'internationale communiste de la jeunesse, dans quelle mesure ça a des effets ou pas, ou pas, etc. Donc, non, toutes les questions sont pas très toutes, mais il y a pas mal de questions qui sont aujourd'hui envisagées pour essayer de répondre aux questions du moment. On est aussi assez sensible à ce que disait Marion Fontaine sur la question des femmes dans ce congrès de Tours. Femmes qui ne sont pas bien nombreuses dans ce congrès, mais c'est vrai que ça fait partie des questions qui sont un peu pointées, avec parfois une attention plus grande justement aux quelques congressistes qui parfois sont présentes. Il y a aussi des sources que Jean Vigoret a pas mal utilisées, j'ai vu il avait pas mal utilisé, c'est intéressant. Ce petit film du congrès de Tours qui permet aussi de voir un peu de l'histoire culturelle de cette manière, un peu, de voir aussi un petit peu les tenues, les manières de la. Il est 20h29. Vous devez partir à 20h30, c'est ça? Par conséquent, on va s'arrêter là. Moi, je voudrais juste poser une question tout à fait simpliste. En fait, j'ai compris la complexité de la situation, les humains, c'est un peu pareil. Ça, évidemment, ça évolue. Mais cette scission, c'est quand même un choix politique, c'est pas pour le marxisme, c'est plus loin. Soyez donc plus loin. Dans le présent, l'histoire de la structure, etc. Mais cette scission, oui, c'est un choix réel à un moment donné, même s'il est depuis longtemps. Mais si après il a donné lieu pendant, c'est aussi un choix de société, quoi. C'est un choix de devenir pour justement qui croyait, qui pensait pouvoir explorer les voies du communisme, du socialisme, citoyens passés par là. Il paraît que Marx n'a jamais parlé du communisme. Mais pour moi, je ne sais pas réellement. Je l'ai lu pourtant, bien cherché. Voilà. Donc, moi, ma question, c'est vraiment ça. Vous avez parlé de tout était très intéressant, c'est passionnant, je vous adore. Marco, il est absolument génial, ça sont des futurs extraordinaires. Mais il faut absolument, voilà, moi, c'est l'occasion que je me pose, et si je fais des lumière, bon, demain, je vais prendre un vieux bouquin, je sais pas, j'en ai bien plein, là. Et puis je vais regarder dans les bouquins, voilà, oui. Mais il faut savoir, qu'est-ce qui se passe là, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé là, quel est le choix, et qu'est-ce qui se passe là, et pourquoi on est là, et pourquoi en effet dans chaque pays, les socialistes, c'est les socialistes et les communistes, ce sont quand même des communistes. Donc nous n'avons vraiment
j'allais dire, d'imaginer, pourquoi pas, allons jusqu'au bout de l'oreille. J'aimerais bien savoir ce que vous, en tant qu'historien, et comment vous pouvez l'expliquer. Comment on peut l'expliquer, c'est vraiment simpliste, hein, ce que je demande. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça en tant qu'historien, mais réellement, comment... Bon, j'ai bien compris hein, l'interaction, tout ça, quelque chose. Voilà. Non, c'est une très bonne question, alors qui nous conduirait jusque minuit. Hein. Oui, Oui, non, c'est... C'est dommage. Mais est-ce que tout le choix tient, je vous posais une question ensemble, est-ce que tout le choix tient dans ce seul événement, c'est-à-dire est-ce que tout est choisi et ils choisissent, parce qu'on est bien d'accord pour dire que ce choix va donner naissance à deux formations. Est-ce que ce choix ne va pas être en permanence remise en jeu? Puis, en quoi consiste ce choix exactement? Est-ce que on en vient à la question qu'on ne voulait pas poser, que vous avez au départ, celle de la révolution et de la réforme, Absolument. Oui. Est-ce que Jaurès n'était pas réformiste? Ah oui, mais ça, si on entre dans la question qu'aurait fait Jaurès à nous, je pense que Jaurès aurait été sur les positions, mais on ne va pas faire parler Jaurès, c'est toujours très compliqué. Jaurès aurait été sans doute sur les positions de Longuet, à mon avis, dont pour plein de raisons, il était... Jaurès n'aurait pas été si vieux à Tours, hein. On a toujours tendance à l'oublier, il aurait eu une petite soixantaine, donc il était tout à fait en mesure de parler au congrès de Tours. Est-ce que, encore une fois, en plus c'est très difficile, je trouve, d'isoler ce choix, parce que nous on sait l'histoire. Oui. Et c'est ça, c'est-à-dire que, je vais citer Aragon dans La Semaine Sainte. C'est très difficile de donner a posteriori aux acteurs et aux actrices de 1920 le sens d'un choix qu'on ne peut pas ne pas relire au prisme de ce qui s'est passé pendant tout le XXe siècle et qui effectivement a coloré les positions. Je ne suis pas sûre du tout que Longuet, Froissart et Blum avaient en tête... clairement... Qu'est-ce qu'ils avaient en tête? Je pense qu'il y a quand même des questions aussi de forme. Il y a des conditions dans la Troisième Internationale qui par arrogance française ou par souci du socialisme démocratique, les deux interprétations existent, les choquent parce que ce n'est pas du tout la manière dont ils fonctionnent. Je pense qu'il ne faut pas oublier que les conditions, les 21 conditions, c'est pas tellement sur est-ce que vous êtes pour ou contre la révolution bolchevique, c'est est-ce que vous voulez le même parti, est-ce qu'ils ont tous mesuré, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, les conséquences, en plus ils décident quand même largement dans le vague, personne ne sait exactement ce qu'est, et personne n'imagine ce qu'est, je pense, la Russie de 1920, donc... Alors, est-ce que le choix, c'était socialisme démocratique ou révolution, réforme ou révolution? On peut lire a posteriori, on peut lire comme ça, mais la question, c'est difficile de dire si... est-ce qu'ils font un choix aussi clair que communisme ou socialisme, tel que se le dessinera le XXe siècle? Le fait est qu'ils le dessinent. Mais pour l'avenir... Ah, pour l'avenir, oui. Ça peut servir de... Mais comme disait Marx, les hommes font l'histoire, mais ne savent pas toujours l'histoire qu'ils font. Et je pense que Tours est un bon exemple. Oui, ils dessinent l'avenir. Mais ils ne savent pas nécessairement quel avenir ils dessinent. C'est infernal parce que, en gros, soit on a une définition précise de ce qu'est la réforme et ce qu'est la révolution, et on peut tout passer au tamis de ça. Et donc, mais le problème, c'est qu'il faut bien mesurer que les acteurs eux-mêmes ne disent pas la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, Blum, il dit, voilà, il y a deux problèmes, c'est l'anarchisme et le réformisme. Donc Blum ne se définit pas comme réformiste à Tours, vous voyez. Donc après, soit vous avez une définition qui est la bonne, qui est celle du réformisme, et donc Blum, même s'il ne le dit pas, en est un, vous voyez, donc on ne s'en sort pas. Et entre acteurs de Tours, ils n'ont pas la même définition, évidemment, de la réforme et de la révolution. Donc c'est une question compliquée.
Bon, mais on se Mais revoit. là est la question quand même. Oui, 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 non, tout à fait. Là est la Non, 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 mais question. vous avez On parfaitement va raison. rester pour le montage. Je dirais que faut se la creuser tous les jours. Il faut se la creuser le matin de réveil. La réfléchir jusqu'à minuit. Peut-être un jour viendra que l'on Merci Mireille pour la conclusion. Merci en tout cas. Merci à nos deux intervenants. On va peut-être clôturer maintenant. Je rappelle qu'il y a de nombreuses publications qui sont parues récemment. Je rappelle la publication de Mario Fontaine, la plus récente, qui doit être sur l'accident minier de Liévin en 2014, en termes de monographie, qu'on ne vend pas malheureusement. Non, 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 c'est sinistre pour moi. Et surveillez bien vos mails pour avoir des informations sur les prochaines conférences de ce cycle.